C'est bon, voilà. C'est les... bonjour chers étudiants, je suis le professeur Senghane Mbodj. Je suis donc chargé de dérouler, comme vous l'avez constaté, le cours de mécanique quantique, un cours que je dirige depuis longtemps. Alors, ici, vous êtes à l'université Alioune Diop de Bambey, donc département de physique. Vous êtes très bien dans la filière maths, physique, chimie, informatique, mais aussi dans la filière maths, physique, informatique. Les aspects que nous déroulons depuis un certain temps donc, sont les aspects qui concernent les phénomènes quantiques, ces phénomènes physiques, voilà, qui ont créé beaucoup de difficultés à la physique classique parce qu'ils n'étaient pas en mesure d'être expliqués par celle-ci. Donc le jargon qui était utilisé par les physiciens à l'époque, c'était que bon, voilà, la physique classique, donc c'est casser des gencives, la physique classique est dans le désarroi, etc., etc. Parce que simplement, c'est des phénomènes qui n'étaient pas en mesure d'être expliqués donc, par celle-ci. Dans une de nos séquences, nous avons partagé donc, les propriétés donc, du corps noir, la quantification des échanges d'énergie entre la matière et les rayonnements pour donner une explication objective mais quantique en fait donc du rayonnement des corps, particulièrement en se basant bien entendu par celui du corps noir, par le fait que voilà donc nous avons démontré les démarches qui ont abouti à l'expression de la densité spectrale d'énergie. Démarche en fait donc qui a mis en exergue donc l'approche de Max Planck. Aujourd'hui, donc nous allons voir un phénomène quantique très important, donc c'est l'effet photoélectrique. Cet effet a été découvert dans un premier temps par Stoletov, qui est un professeur à l'université de Moscou, en 1872. Dans la littérature, ce qui est le plus fréquent, c'est en fait la date de découverte qui concerne le travail effectué par Hertz en 1887. C'est normal parce que voilà, les guerres de positionnement entre les Russes et les Occidentaux, ça remonte depuis donc des siècles. Mais en réalité, il faut quand même reconnaître que la première personne à découvrir l'effet photoélectrique, c'était un Russe, Stoletov, en 1872. Voilà qui a remarqué que l'effet photoélectrique était noté voilà, quand vous prenez un matelas dans lequel vous faites un vide et que donc, vous placez deux plaques voilà, donc de métal reliées à une pile. Voilà, donc on peut découvrir l'effet photoélectrique. Après, ensuite, en 1887, Hertz a remarqué que l'irradiation sous vide d'un métal alcalin, mais avec de la lumière ultraviolet, donc il peut y avoir une émission d'électrons. Donc ça, c'était les premières découvertes. Il fallait maintenant, après, bien entendu, voilà, donc, donner les explications physiques. Elles seront données dans un premier temps par Lenard en 1899, puis par Millikan en 1919. En 1902, autant pour moi. Alors, donc voilà les premières séquences. Donc découverte, puis voilà les études systématiques, donc essayer d'expliquer c'est quoi en fait donc l'effet photoélectrique. C'est quoi en tant que tel? On se base sur donc, les explications données par Stoletov, mais aussi par Hertz. Mais de façon plus simple, c'est visible à travers donc, cette figure. Donc, la figure donc, 3, dispositif donc, expérimental. Dans ce dispositif, vous avez donc, une cathode. Cette cathode reçoit, en fait est conçue d'un métal alcalin, et c'est cette cathode qui reçoit en fait, la lumière. Et la cathode est reliée donc bien entendu à un générateur, l'anode à la borne positive donc, du générateur. Dans le dispositif, vous avez un ampèremètre, un galvanomètre ici, un voltomètre, mais aussi donc, un rhéostat pour faire varier donc,
la tension. Vous avez les légendes hein, sur la figure, c'est la cathode, vous avez une anode, le galvanomètre et aussi donc la résistance. Qu'est-ce qui a été constaté lors des études systématiques? Il a été constaté que quand vous irradiez la cathode et que vous faites varier la tension, nous avons ce qu'on appelle une caractéristique IU. IU. Donc tension en fonction, courant en fonction donc de la tension. Il a été constaté donc que quand on fixe la puissance et la longueur d'onde et qu'on fait varier donc la tension, nous avons l'allure suivante qui est montrée donc au niveau de la figure, de cette figure-là. Le constat donc c'est quoi? Nous avons bien entendu le courant I qui varie en fonction de la tension. Mais que, ce qui est surtout plus important à noter, si la tension ici est inférieure à moins U0, autrement dit moins UAC plus grand que U0, donc le courant ici U est nul. Le courant I est égal donc à 0. Autrement dit, les photoélectrons retournent donc dans la photocathode. Autrement dit, il n'y a pas donc de courant. Si pour toutes les valeurs de tension qui sont supérieures à moins U0, ici, on voit que le courant croît jusqu'à atteindre une valeur constante, appelée ici courant de saturation. Voilà donc les premiers constats, les premières remarques faites après les études, donc, les études systématiques donc, de Lenard et Millikan. Ensuite, après donc ces premières remarques, ces premiers constats, la deuxième chose, c'est que ce qu'il faut noter ici surtout, vous avez bien entendu la caractéristique UU, mais cette caractéristique est caractérisée par deux grandeurs très importantes, IS ici et moins VA. Moins VA, en fait VA, dans la littérature, c'est des conventions qu'on utilise, VA, U0, voilà, donc on l'appelle ici donc potentiel d'arrêt. Donc vous avez moins VA et IS, autrement dit moins U0 et IS. En d'autres termes, d'autres langages, hein, certains vont dire simplement VA ou U0. Donc IS c'est le courant de saturation et U0 étant donc le potentiel d'arrêt. Ces deux grandeurs physiques sont donc des caractéristiques fondamentales donc, de la caractéristique IU obtenue à travers donc à travers donc l'expérience donc à travers donc l'expérience déroulée pour observer donc l'effet photoélectrique. Alors comment maintenant évoluent ces deux grandeurs? Donc c'est ça qu'on va voir après donc au niveau donc de la figure suivante. Alors celle-ci montre donc que quand vous faites varier donc la puissance et que vous maintenez constante la longueur d'onde, là vous voyez tout le monde voit qu'au niveau de la figure 4 que le courant de saturation varie en fonction de la puissance, mais que le potentiel d'arrêt est insensible à la variation donc de la puissance. Donc là nous avons 25% de puissance, 50% et 100%. Donc 25% ça correspond au courant de saturation IS1, 50% c'est IS2 et 100% c'est le courant de saturation IS3. Donc on voit que le courant de saturation est sensible à la variation de la puissance, mais que le potentiel d'arrêt est insensible donc à ce potentiel d'arrêt-là. Alors l'autre remarque aussi, ici à la figure donc 5, on fixe donc la puissance, mais on agit ici sur la longueur d'onde. En faisant quoi? On utilise ici donc différentes couleurs. Hein, parce que vous avez une cathode, c'est-à-dire un métal que vous éclairez. Vous pouvez avoir utilisé donc une lumière polychromatique, oui, mais aussi voilà, donc une lumière aussi monochromatique. Donc quand on utilise donc une lumière monochromatique, en faisant varier celle-ci, on peut considérer ici l'ultraviolet, donc le violet, donc, mais aussi donc la couleur jaune. Vous voyez ici au niveau de la figure 5 que et le courant de saturation et le potentiel d'arrêt dépendent donc de la longueur d'onde, autrement dit, sont sensibles ici donc au potentiel donc
En fait, c'est des grandeurs qui sont sensibles donc ici en fait donc à la longueur à la longueur donc à la longueur d'onde donc de la lumière monochromatique. Donc ça c'est une remarque. Alors l'autre remarque aussi c'est le caractère instantané du phénomène. Autrement dit, dès que vous éclairez, si l'effet photoélectrique doit être observé, automatiquement, on note qu'il y a donc un courant électrique qui traverse, donc il y a une déviation donc de l'aiguille du galvanomètre, hein, en tout cas il y a une valeur, si c'est un galva numérique, il y a un courant, donc il y a un courant qui est détecté. Ça veut dire donc que là, vous avez le caractère instantané donc de l'effet photoélectrique. Donc ça, c'est un des aspects. L'autre aspect aussi, c'est l'existence en fait d'une fréquence CI. Autrement dit, n'importe quel métal alcalin ne peut pas vous faire observer l'effet photoélectrique. Donc il faut, pour un matériau alcalin, donc pour un métal alcalin bien précis, il faut donc des lumières, autrement dit des longueurs d'onde, des fréquences bien précises pour que l'effet photoélectrique soit observé. Alors, ce qui est noté, c'est quoi donc? Le constat, c'est que particulièrement ces deux observations-là n'étaient pas inconciliables, avec la théorie électromagnétique donc, de Maxwell était inconciliable avec ces expériences. Parce que, selon la théorie de Maxwell, l'effet ne devrait pas être instantané. Ça pose problème. Ça ne devrait pas être instantané, parce que simplement, normalement, le temps d'observation devrait être plus long que la puissance lumineuse est faible. Ce qui est noté, c'est que le retard de la réponse, en général, ne peut pas dépasser 3 nanosecondes, même pour des flux donc faibles. Donc voilà, en fait, ce qui a été donc observé. Il y a eu donc les découvertes, études systématiques, qui donnent donc une caractéristique, voilà, IV, caractérisée par un potentiel d'arrêt et un courant de saturation. Le courant de saturation est sensible à la puissance, mais aussi donc à la longueur d'onde. Le potentiel d'arrêt, quant à lui, donc, est uniquement sensible à, donc à la puissance lumineuse. Donc, à la puissance donc de l'onde, autrement dit donc de la lumière qui irradie le métal donc alcalin. Donc ça veut dire qu'il y a un problème qui est là, qu'il fallait donc résoudre. Qu'est-ce qui explique donc l'effet photoélectrique? Pour solutionner donc ces deux interrogations, quelle interrogation? C'est le caractère surtout donc instantané, mais aussi donc l'existence de fréquences CI. Hein? Ça pose donc problème. Mais aussi expliquer globalement pourquoi l'effet photoélectrique. C'est en ce moment-là qu'Einstein a établi la thèse selon laquelle le rayonnement électromagnétique ne peut constituer est constitué en fait en un jet de corpuscules qu'on nomme photon, ayant une énergie h nu et se déplaçant à la vitesse c de la lumière. Donc c'est en fait l'hypothèse, la nouvelle hypothèse donc de base postulée par Einstein pour expliquer l'effet photoélectrique. Donc pour lui, la lumière est constituée donc de grains. Initialement, il les a appelés grains de lumière. Quanta donc de lumière. Grains de lumière, quanta donc de lumière, paquets de lumière, corpuscules, etc. L'appellation photon va intervenir bien après. Donc, il sera proposé même par Lewis en 1926. Mais initialement, donc, c'était donc des grains donc de lumière. Donc, il dit que vous prenez la lumière, c'est des grains. Maintenant, chacun donc de ces grains a en fait une énergie H nu, caractérisée donc par une énergie H nu, une quantité de mouvement donc P, mais ce photon-là n'est pas donc doté de masse. C'est ça donc en fait le grand, comment ça s'appelle, la grande différence, la grande innovation que va encore apporter Einstein. Donc, corpuscules matériels, il insiste donc sur le fait que c'est des corpuscules matériels qui n'ont pas de masse,
sont dotés d'une énergie, d'une quantité donc de mouvement et se déplaçant à la vitesse donc de la lumière c. Donc c'est ça, pour lui, qui ne peut qu'expliquer donc l'existence de l'effet photoélectrique. Donc, pour étayer son hypothèse, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que, parce que simplement, quand la lumière arrive donc au niveau donc de la cathode, donc lui, ce qu'il voit, Einstein, ce n'est pas une lumière, mais il voit plutôt des grains qui arrivent au niveau donc de la cathode. Le grain va arriver avec une quantité d'énergie H nu qui va se scinder en deux parties. L'une des parties est utilisée pour casser la liaison entre l'électron et le métal, et l'autre partie est utilisée par l'électron pour se déplacer de la cathode à l'anode. Donc c'est comme ça qu'Einstein va expliquer donc l'effet photoélectrique, en s'appuyant sur les propriétés corpusculaires. Donc c'est un corpuscule matériel, photon, qui arrive avec une énergie H nu, qui se scinde donc en deux parties. Une partie donc va casser la liaison électron-métal et l'autre partie utilisée donc par l'électron sous forme d'énergie cinétique. C'est ça qui va lui permettre de se déplacer de la cathode donc à l'anode. L'énergie maintenant qui est utilisée pour casser la liaison électron-métal est caractérisée ici par donc l'énergie de liaison WS qui par définition s'écrit H fois nu S. Donc pour observer l'effet photoélectrique, il faut nécessairement que la différence H nu moins WS soit une quantité positive. Donc ce qui fait que les conditions pour observer l'effet photoélectrique sont que la fréquence du rayonnement incident doit être plus supérieure ou égale donc à ce qu'on appelle la fréquence CI qui caractérise donc le métal en tant que tel. Parce que c'est cette fréquence CI ou bien cette longueur d'onde de CI qui définit donc en fait donc l'énergie de liaison, voilà, qui est tirée de l'énergie du photon donc ainsi incident. Donc voilà en fait les explications fournies par Einstein après donc voilà donc sa thèse de la propriété corpusculaire donc du rayonnement. Alors, ce qu'il faut noter, c'est quoi hein? C'est que cette hypothèse d'Einstein va raviver, voilà, donc va ouvrir encore une autre séquence de débats très houleux, passionnants, mais débats constructifs concernant donc la physique en tant que telle. Ça va permettre à la physique de connaître en fait une période de renaissance, de faire encore d'autres bonds, parce qu'une nouvelle physique voilà, donc sera est créée, c'est la physique donc voilà, quantique. Parce que, pourquoi en fait c'est encore un autre débat qui est ouvert, parce qu'il faut savoir que initialement, Newton disait que, pour Newton, la lumière était constituée donc de flux de particules. C'était ça les hypothèses donc de Newton. Hypothèse battue en brèche par Huygens, qui est un contemporain de Newton, qui concevait la lumière comme ayant uniquement des propriétés corpusculaires. La chance de Huygens, c'était quoi? C'était que ces idées étaient confirmées voilà, par des expériences développées par Young, par Fresnel, Fraunhofer, ces expériences concernant l'interférence lumineuse, la diffraction et la polarisation. Donc toutes ces expériences étayaient en fait les hypothèses, donc l'hypothèse de Huygens. Donc malheur à Newton. Donc quand on voit, maintenant après, bien entendu, même des années après, que la théorie de Maxwell s'est développée autour, la théorie de l'électromagnétisme de Maxwell s'est développée autour de ses propriétés ondulatoires, il fallait, les acteurs pouvaient quand même concevoir, supposer effectivement que la lumière n'a que des propriétés ondulatoires. Maintenant, quand des siècles plus tard, donc à la fin donc, du 19e siècle, début donc, du 20e siècle, Einstein encore postule, repose le débat des propriétés corpusculaires, ça veut dire qu'évidemment, il fallait s'attendre encore
des moments donc, très houleux, débats donc très enrichissants entre donc, physiciens. Évidemment, les propriétés conspirées sont donc reposées, sont encore remises sur la table en 1905. Et le débat, voilà, bon, semble être clos depuis 1983 avec ce qu'on appelle la dualité onde-corpuscule qui a été donc proposée par Louis de Broglie. Voilà, donc, voilà en fait donc les hypothèses utilisées par Einstein pour expliquer donc l'effet photoélectrique. Donc, l'effet photoélectrique est un phénomène donc qui était là, qui ne pouvait pas être expliqué par les principes de base de la physique classique, mais on voit que, bien entendu, Einstein donc, a essayé de l'expliquer à travers donc, les propriétés corpusculaires, ce qui voilà, donc, peut être accepté. Parce que simplement, vous envoyez votre lumière au niveau donc, de cette cathode, tout le monde voit. Un élève donc de terminale ou bien même de troisième, hein, vous voyez que quand vous avez un circuit électrique, le circuit électrique il doit être fermé. Mais entre l'anode et la cathode, tout le monde voit qu'il n'y a pas, le circuit électrique n'est pas fermé. Mais dès que vous éclairez et que le métal est dans les dispositions donc, de produire l'effet photoélectrique, on voit donc une déviation donc, du courant. Ça veut dire qu'il y a un déplacement de porteurs de charge. Ces porteurs ne peuvent être que des électrons. Autrement dit, ces porteurs, en tout cas, c'est des porteurs chargés qui sont donc en mouvement. Donc, on va voir plus tard que c'est des électrons. Alors, le mouvement donc de ces électrons ne peut provenir que de la cathode qui a reçu donc un éclairement lumineux. Donc, voilà en fait ce qui fonde un peu les hypothèses postulées donc par Einstein. Voilà, donc on peut arrêter aujourd'hui. On va essayer de voir, donc, sur le plan donc, du formalisme, quelles sont les expressions du potentiel d'arrêt, mais aussi les expressions du courant de saturation. Merci. C'est bon?